Bien, quand on parle d'Internet des objets, il faut déjà bien comprendre qu'un objet connecté, c'est un dispositif qui possède un capteur ou un actionneur. Ces capteurs-actionneurs transmettent leurs informations par radiofréquence s'il s'agit de dispositifs sans fil, ou ça peut être aussi par liaison filaire. Ces données qui sont transmises sont ensuite reliées par un réseau, je veux dire un réseau classique, hein, comme un réseau internet, sur lequel ensuite on va pouvoir visualiser ce qui a été lu ou alors les opérations qui ont été effectuées. Mais quand on parle de radiofréquence, dans ce cas-là, il faut bien mesurer les différentes caractéristiques. Bon, déjà la plage de fréquence, ça c'est important, puisqu'il y a des bandes de fréquences en fait qui sont attribuées par l'État. Les objets ne peuvent pas communiquer sur toutes les fréquences possibles. Ensuite, il faut savoir si l'objet communique dans un seul sens ou si on peut communiquer dans les deux sens. Puis il y a la portée de l'objet connecté, jusqu'à quelle distance, c'est-à-dire quelle couverture est couverte par la communication. Dans le cas de systèmes cellulaires, il faut aussi faire attention que les cellules opèrent à des fréquences différentes pour éviter ce qu'on appelle du brouillage au bord de chaque cellule. Enfin, une autre caractéristique majeure, c'est évidemment le débit, la vitesse de transmission des données. Puis l'autonomie, ça c'est une performance capitale car l'objet connecté doit être autonome le plus longtemps possible. Et puis enfin, on parle d'intégration puisque ça va dépendre fortement de la technologie. Alors elle détermine effectivement l'autonomie et la capacité de transmission d'un objet, mais en fonction de l'intégration technologique, les coûts seront différents. Quand on parle d'objets connectés, généralement on rencontre deux types d'objets. Des objets dits passifs, c'est-à-dire qu'ils puissent leur énergie sur un autre élément du réseau, comme par exemple les objets sans contact, de type RFID ou NFC, ou alors les objets dits actifs qui disposent d'une pile ou d'une batterie et qui sont donc autonomes. Les infrastructures réseau sont généralement classées en trois principales catégories, comme on peut le voir ici. Les réseaux très courte distance, c'est-à-dire les réseaux personnels sans fil, WPAN, Wireless Personal Area Network. Généralement, ils utilisent la technologie Bluetooth. On a aussi du sans contact avec la technologie sans contact comme RFID. Les réseaux aussi moyenne distance, donc là le WLAN, donc Wireless Local Area Network. C'est une technologie qui ne cesse d'évoluer depuis 1996. Dedans, donc, on rencontre par exemple le Wi-Fi. Et puis après, on va retrouver ce qu'on appelle les réseaux longue distance, avec la téléphonie mobile, 2G, 3G, 4G. Il faut noter que justement, l'IoT sont classés dans cette catégorie, les LP1, donc LP pour low power, donc faible consommation. Je vous invite à regarder et à comparer ici justement les différentes technologies où on va surtout prendre en compte la portée et puis l'autonomie qui sont pris en compte par les différentes technologies. Si maintenant on parle de système embarqué, alors qu'est-ce que c'est qu'un système embarqué? Tout commence donc par des capteurs ou actionneurs, comme on l'a déjà vu quand on parle d'objets connectés. Mais en plus, dans ces objets connectés, ils embarquent avec eux leur propre traitement. On parle de système embarqué quand il s'agit d'une association de matériel électronique, de hardware et de software, c'est-à-dire de matériel pour le hard et de logiciel pour le soft. Et le tout constitue un ensemble autonome.
Ce système va communiquer donc à distance par une technologie sans fil et se relier donc à une antenne qui va être ensuite connectée au réseau. Donc ce qui veut dire que sur le plan matériel, les objets connectés sont généralement architecturés autour d'un système à microprocesseur, d'une interface réseau, généralement sans fil, et de dispositifs d'entrée-sortie. On retrouve généralement deux architectures pour les objets connectés. Une architecture basée sur un microcontrôleur, et puis une architecture basée sur un système sur puce, c'est-à-dire plutôt un microprocesseur, qu'on appelle un SoC, System on Chip. Alors, la première architecture, elle est généralement plus économe en puissance, mais au détriment d'une plus faible puissance, c'est-à-dire on a une mémoire plus faible, un temps de traitement est plus faible également. Par contre, les entrées-sorties que l'on trouve sur ce type de système est beaucoup plus important. On parle de connexion, donc de distance, de portée. Donc ce qui va être important, ça va être les antennes qui sont utilisées. Alors pour réduire la taille des antennes, on est obligé de travailler à haute fréquence. En effet, plus la taille des antennes est proche de la longueur d'onde, et plus la fréquence de la porteuse sera élevée. Vous avez la relation, là, où on vous montre la vitesse de propagation, qui dépend à la fois de la longueur d'onde et de la fréquence. Donc on utilise aussi de haute fréquence non seulement pour diminuer la taille de l'antenne, mais aussi pour réduire le bruit radio et pour diminuer l'influence des obstacles. Donc généralement, on travaille à des fréquences qui sont au-dessus de 100 MHz. Alors les radiofréquences appartiennent au domaine de l'État, et donc c'est l'État qui va réglementer et qui va planifier l'utilisation de ce qu'on appelle des bandes radio. Les bandes radio, c'est quoi? Ce sont des gammes de fréquences. Chacune de ces gammes de fréquences ont des propriétés physiques différentes en fonction donc de leur longueur d'onde. Vous pouvez voir ici sur ce schéma justement comment ont été attribuées, sont classées les différentes bandes radio. À noter que ces bandes ne sont pas toutes libres d'utilisation, puisque elles sont sujettes à licence, payantes ou pas, suivant leur domaine d'utilisation. Donc ça, je vous renvoie au document PDF qui est plus détaillé en la matière. En ce qui nous concerne, le NFC, vous voyez, la gamme de fréquences est autour de 13,56 MHz. Et pour le RFID, elle s'étend de 433 MHz jusqu'à 2,4 GHz. Alors le bilan de puissance reçu par l'appareil récepteur est proportionnel à la puissance émise, ce qui paraît logique. Par contre, là, on se trouve en présence d'un champ newtonien, dans le sens où cette puissance diminue en fonction de l'inverse de la distance au carré. On voit aussi que cette puissance est inversement proportionnelle à la fréquence au carré, et qu'il y a un facteur K qui intervient. Alors ce facteur dépend de l'antenne, de la technologie de l'antenne, mais pas seulement. Il dépend aussi de l'absorption atmosphérique, et puis de ce qu'on appelle des réflexions multiples, puisque comme on a une onde électromagnétique qui se propage dans un milieu, elle est sujette à des réflexions, et suivant les réflexions, l'onde électromagnétique peut avoir des creux et des pics qui vont s'annuler. Comme dans toute communication, on doit mettre en place un protocole pour s'assurer d'une bonne transmission. Donc là, les données sur ce graphe sont désignées par data. Donc le protocole généralement employé est le suivant. On a un émetteur qui envoie une donnée. Cette donnée, en fait, dans cette donnée, on va retrouver quoi? On va retrouver l'identifiant du capteur qui a envoyé sa donnée,
le numéro de la mesure, l'unité de la mesure et la mesure elle-même. Le récepteur, de son côté, quand il reçoit la donnée, va renvoyer à l'émetteur un signal d'acknowledge, donc d'acquittement, pour dire qu'il a bien reçu sa donnée. Dans le message d'acquittement, on envoie en principe et généralement l'identifiant du capteur avec le numéro de la mesure qu'il nous a envoyé. Pour être sûr que le récepteur a bien reçu les données, au cas où ceci serait perdu, on fait 3 rémissions. Si on n'a pas reçu d'acquittement. Au bout de 3 rémissions sans acquittement, l'émetteur laisse tomber. C'est-à-dire qu'il renverra sa mesure ultérieurement, une autre mesure ultérieurement, mais il ne réémet pas continuellement pour économiser son énergie. Alors justement, voici un protocole qu'on appelle le protocole basse consommation, BC, qui est basé sur la technique du rendez-vous, c'est-à-dire de la balise, beacon. Intervalle de temps particulier, l'émetteur envoie un signal balise. Le récepteur, de son côté, acquitte le signal de balise en disant « je suis prêt à recevoir, j'ai bien reçu ton signal ». À ce moment, l'émetteur envoie ses données et, comme dans le cas précédent, attend l'acquittement. Là, on est bien sur la technique d'un rendez-vous, c'est-à-dire que les émissions vont se faire à des intervalles de temps un peu plus grands. C'est généralement la technologie qui est utilisée par Zigbee et le Bluetooth. Donc voilà, la balise, c'est bien un début de rendez-vous, on se synchronise et on attend les données. On va terminer sur ce qu'on appelle les classes d'objets du réseau LoRa, donc long range, c'est pour LoRa, c'est un réseau longue distance, qui est classé en trois classes, A, B et C. Donc, comme vous pouvez voir sur ce graphique, ces classes vont dépendre de l'autonomie, principalement, donc qui est représentée par l'axe des Y. Plus vous allez monter en classe, dans la classe A, plus l'objet va être autonome. Mais par contre, plus le temps de traitement de la réception va être long. Donc généralement classe A et B, ça va être du nano-automate, l'Arduino, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça va être plutôt du microcontrôleur. Alors que la classe C va être plutôt basée sur la technologie SOC. Où là effectivement on va avoir un temps de traitement rapide. Par contre, maintenant, au niveau de la durée de vie et de l'autonomie du système, ça va être beaucoup plus faible. Voilà, donc après cette brève présentation des objets connectés, la technologie des objets connectés, des antennes radio, ce que je vous propose, c'est que vous regardiez plus en détail le document PDF associé à cette présentation qui vous donnera, j'allais dire, des informations complémentaires.